Merci. Je vais d'abord commencer par faire un aveu à tout le monde. Je me frappe la coulpe, je n'ai pas bien préparé la présentation. Mais j'ai un peu compté sur ma bonne étoile, et comme je suis allé à la messe les 10 derniers dimanches, peut-être que ça devrait passer. D'abord, Nabou, merci. Je vous connais depuis un moment, je crois déjà, enfin quelques années, mais je ne vous avais pas encore vu. Voilà. Mais vous avez donné un petit peu d'oxygène à ma tête à ce moment-là, quand vous avez parlé du Nigeria qui finalement connaît les mêmes situations finalement que les Congolais. Et lorsque j'écoutais tout le monde, j'ai pensé à pas mal de choses qui m'ont permis de donner l'impression que j'avais un plan pour parler aujourd'hui. Ça tient sur 4 pages dans mon c'est pas un iPhone, c'est un Samsung. Voilà. J'ai vu qu'il y avait la marque ici, c'est un bel appareil. J'avais envie de parler de Toyota, si vous m'y autorisez. Lorsque la société japonaise Toyota est-ce que je peux me lever ? Oui. Merci. Lorsque Toyota a commencé à fonctionner, ils n'ont pas tout de suite en fait commencé à être une entreprise. C'était un monsieur, un japonais, monsieur Toyoda, c'est tout ce que je sais de lui, qui a commencé cette initiative. Et je pense que ce qui est intéressant à se rappeler, à se remémorer, c'est qu'il a fait quelque chose qui, à mon sens, est à l'origine de la banque, en commençant son aventure dans le domaine de l'automobile. Je crois que ce qu'il a fait, c'est que pendant quelques années, des Japonais lui ont confié leur denier. Je ne sais pas si on dit D ou 2, mais en tout cas, ils lui ont donné leurs sous. Pourquoi ? Parce qu'il croyait en lui et croyait dans son projet. Il s'était engagé à finir par bâtir un véhicule automobile. Il a désossé des Ford aux États-Unis, enfin importé des États-Unis, et au bout d'un moment, il a fait du reverse engineering. Il a pu construire son premier véhicule. Je crois que ça vient du latin, le mot crédit vient du latin credere, je crois. Et en fin de compte, c'est quoi ? C'est croire, c'est avoir confiance. Et je pense que c'est ça la première chose qu'il faut certainement, dont il faut se souvenir. C'est l'un des points que je voulais souligner aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de rencontrer le ministre Moulay El Alami du Maroc, ministre de l'Industrie. Je parle de lui parce que j'ai envie de parler de vision et de stratégie. Quelques jeunes Marocains lui posaient une question dans une assemblée un peu comme celle-ci. Je crois qu'en fait, c'est pas vrai. C'était une centaine de jeunes Africains. Je pense qu'il y en avait un qui devait y être, qui s'est caché ici. Il n'est pas venu au Maroc. Et donc, on lui posait la question justement de l'anticipation, de la vision. Comment va faire le Maroc pour donner les emplois dont sa jeunesse a besoin ? Je crois que la population du Maroc est aujourd'hui autour de 35 millions, si je ne m'abuse. Comment faire pour que les 35 millions de Marocains, enfin il y en aura beaucoup plus évidemment dans les 10, 20, 30, 40 années qui viennent, mais pour que cette population ait un emploi. Et il a regardé vers ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la Chine. C'est devenu un peu un mot-clé, un fourre-tout. Tout le monde évoque la Chine et a l'air intelligent. Mais sur ce coup-là, il était très smart. Et il parlait de 2050, 2060. Il se servait des projections chinoises elles-mêmes. La Chine envisage de perdre environ 75 millions de jobs à l'avenir. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de ces jobs-là, mais parce que le niveau de vie s'améliorant, le pouvoir d'achat passant à l'étape supérieure, ils ne vont plus faire certains jobs. Alors, que font les gens qui ne sont pas forcément pleins d'idées, mais qui savent copier ? Parce que j'aime beaucoup les copieurs. Je copiais beaucoup quand j'étais petit. Eh bien, il ne faut pas se fatiguer. Ce qu'il a fait essentiellement, c'est d'essayer de comprendre quelles sont ces industries qui vont justement quitter la Chine et créer les conditions au Maroc pour que les investisseurs chinois viennent y investir parce qu'ils auront trouvé les conditions favorables. Alors, j'ai écouté le ministre tout à l'heure
qui parlait des zones économiques spéciales et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé aussi quand j'étais étudiant. Une étude, je crois, prouve que les conditions fiscales, en général, ne retiennent pas une entreprise. Ça peut ouvrir la porte. C'est comme un teaser, ou c'est comme un monsieur bien habillé ou qui a l'air intelligent et qui parle bien, ça attire, mais ce n'est pas pour autant qu'on reste. Une jeune fille bien habillée va attirer, mais ce n'est pas une raison pour l'épouser. Excusez-moi pour mes analogies, j'en fais pratiquement tout le temps, même quand c'est un peu inapproprié, je m'excuse déjà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un exercice qui est plus sérieux que celui-là. Je crois qu'il y a un domaine, quelqu'un a touché ici la question de la formation. C'est essentiel. Didier, je m'excuse, je fais une digression, mais je dis plus ce que j'ai envie de dire finalement que ce que tu voulais que je dise. Pardon. Voilà, donc la formation, je crois que pour moi, elle est essentielle. Si on fait... Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en guerre économique, qu'on se le dise ou pas. Les nations sont passées de l'étape où ils se battaient pour des choses. Enfin, finalement, la guerre n'est qu'une autre manière de faire de la politique. On est passé de cette étape-là à une guerre économique. Et la guerre économique ne sera gagnée que par ceux qui seront les mieux armés pour survivre ou pour briller dans cet environnement. Il ne sert à rien de se plaindre qu'un investisseur n'ait pas le passeport congolais. Il faut surtout comprendre pourquoi est-ce que lui, il arrive à avoir accès et régler le problème de l'ouverture. Il ne faut pas se fermer. Je pense que les étrangers ont une contribution à l'économie congolaise. Maintenant, il faut se servir de cette opportunité pour les diriger dans les secteurs où ils ont une valeur ajoutée supérieure à celle que les Congolais pourraient apporter. C'était une petite digression parenthèse. Donc, la Chine, 75 millions de jobs disponibles dans les 20-30 ans, il faut se préparer, il faut la technologie, il faut l'infrastructure, il faut la science, il faut la formation des gens. Je pense que c'est important. Il faut y croire, il faut avoir foi en ça. Je lisais il y a quelques années, je retrouvais le livre, c'est 1996, Francis Fukuyama. À l'époque, je pense qu'il était professeur dans une université américaine, Johns Hopkins, je crois. Et il parlait justement de la question de la confiance. J'en parle parce que ça me permet de rester banquier. Je ne prête que si j'ai confiance dans le projet. J'ai vu que nous avions un ami ici qui est dans le private equity. J'aurais même voulu, en fait, si j'avais un tableau, vous dessiner une courbe que j'aime bien et que je dessine systématiquement à chaque fois que je suis dans un meeting, parce que je trouve toujours dans cette courbe la réponse à mes interrogations, ou du moins mes parades pour gérer les interrogations. Je pense que je vois d'ailleurs le monsieur auquel je pensais. Le private equity, par exemple, va investir dans des étapes initiales dans lesquelles les banques ne sont pas intéressées à investir parce que la prise de risque n'est peut-être pas forcément leur appétit, dans leur appétit. Un private equity est à la recherche d'un retour sur investissement très important. Il va avoir une approche qui est très différente de celle d'un banquier. Et plus on va vers la droite de la courbe que j'aurais bien voulu vous dessiner, plus on va vers le marché. Et d'ailleurs, avant le private equity, je pense au venture capitaliste, donc le capital risqueur. Et bien avant ça, je pense au Lee Kelemba, à la tontine. Si quelqu'un vient me voir le jour où j'aurai un portefeuille création d'entreprise dans la banque, je préviens, nous n'en avons pas. Et c'est dommage, mais j'espère changer ça. Si je ne sens pas qu'il y a autour de vous des gens qui croient dans votre projet, pourquoi est-ce que moi, qui vous connais depuis 10 minutes, je vais mettre les moyens de quelqu'un qui me les a confiés après un dur labeur pendant des années? Ça ne serait pas sérieux. Donc, je pense que c'est un point important à noter. La question de la confiance dans la courbe de financement, ou ce que j'appelle une courbe de financement, que quelqu'un appellera peut-être différemment, il y aura la famille et les amis, il y aura le Lee Kelemba, il y aura progressivement le venture capitaliste et le private equity, il y aura finalement la banque qui peut intervenir à d'autres étapes un peu avant aussi. Et puis à la fin de tout ça, il y aura un marché boursier, par exemple, une bourse. Je pense que le Congo devrait en avoir une. Il ne faut pas juste penser, en fait, je me souviens de ce qu'un monsieur disait tout à l'heure, il ne suffit pas de faire de l'incantation et de vouloir des choses, il faut peut-être les faire, les réaliser. Excusez-moi, j'ouvre mon pense-bête pour me souvenir de ce que j'avais écrit. J'avais noté une chose qui me semblait être intéressante à dire ici. C'était l'expérience du Costa Rica. Le Costa Rica a besoin de créer des emplois.
besoin de créer des entrepreneurs. C'est lancé dans une initiative dont je ne connais pas forcément les dates, ça doit peut-être faire une vingtaine d'années. Le Costa Rica, pour citer ça, a attiré Intel, la société Intel, à s'installer au Costa Rica, et au bout d'un moment, la société Intel a trouvé toutes les conditions nécessaires pour finalement déplacer quasiment toute son activité recherche et développement au Costa Rica à un moment donné. C'est plus aussi beau en ce moment le Costa Rica, mais ça a été le cas pendant très longtemps. Et c'est intéressant de fouiller là-dedans pour voir les conditions qui ont précédé ça. Il y avait notamment la formation qui a joué encore une fois un rôle clé, bien sûr le parapluie du gouvernement pour un certain nombre de choses. Mais je faisais tout à l'heure allusion à la formation et au fait qu'à côté d'une formation technique que tout le monde peut recevoir en ingénierat quelconque, il y avait aussi une formation qui était plutôt liée pour tous les domaines de formation à de la gestion de base. Que les gens sachent faire un minimum de comptabilité pour qu'ils puissent tenir une PME éventuellement. Et je pense que ça, c'est aussi un élément qui est intéressant parce que les gens recevaient un diplôme pour les deux. Et puis, autre chose qui se passait au Costa Rica, c'était également que les contrats gouvernementaux, les appels d'offres, étaient de manière générale dirigés vers ce genre d'entrepreneurs. Ils avaient un accès quasi facilité pour pouvoir avoir ainsi une forme de financement. C'est-à-dire que le gouvernement peut financer des choses indirectement en allouant des contrats sur le mérite et la compétence, c'est important de le dire, mais aux bonnes personnes. Donc c'est peut-être une source d'inspiration que nous pouvons adresser à nos responsables politiques. Je me souviens d'avoir noté un autre point qu'il me semblait important à mentionner à tous mes nouveaux amis que vous êtes. Le JICAD, c'est la coopération japonaise, si j'ai bien compris. Alors lorsque j'ai entendu parler d'Elvo, et des gens qui font des chaises, je me suis toujours demandé, enfin je me souviens d'avoir pensé, je dis JICAD parce qu'une expérience similaire a été menée en Asie du Sud-Est, qui consistait à encadrer des artisans et à leur donner l'opportunité comme ça de recevoir une formation et un encadrement marketing notamment, et en termes de normes aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si vous avez envie d'être en compétition internationale, je ne pense pas qu'il y a 4 chemins. Je n'ai jamais cru dans le développement graduel. Je crois qu'il faut y aller et puis c'est tout. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si vous avez envie de vendre, pas forcément, peut-être via Kitea, mais à Ikea. Quand vous démontez un meuble, je n'ai pas essayé le meuble Kitea pour l'instant, mais quand vous démontez un samedi après-midi ou un dimanche un meuble Ikea, ce qui est censé mesurer 10 cm sera exactement 10 cm. Si c'est 10,1, ça sera 10,1 et pas 10,2, etc. Or, à chaque fois que je fais travailler des artisans, et croyez-moi, je n'en ai pas le monopole, mais je suis un amoureux du Congo, à chaque fois que j'ai travaillé avec un artisan local, parfois il m'a donné un travail impeccable. La deuxième fois, ce travail était extraordinaire. La troisième fois, c'était mémorable. La 6e fois, ça devenait déplorable. Parce que j'étais devenu un client et parfois, il m'oublie. Tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Je parle de l'expérience que moi j'ai eue, de l'expérience négative que j'ai eue. J'en ai eu de très bonnes aussi. Mais quand j'ai eu cette expérience négative, il faut se poser la question, pourquoi cette personne ne peut pas rester dans le niveau de qualité qu'il nous a livré en premier? J'ai moins ça quand je vais au Kenya. Attention, ils sont passés par des étapes eux aussi. Personne n'a la science infuse et personne n'est indemné qui ne saura jamais se relever. Mais ils sont passés par ça. Ça veut dire qu'il y a un apprentissage à faire, une rigueur qu'il faut qu'on s'impose. De la part du client aussi, hein, parce que quand quelqu'un se dit Fufuango matita lo lisusu, tosalanini, c'est pas bon. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce qu'on n'a pas on ne cultive pas assez? Est-ce que l'offre est devenue la demande est devenue bien trop importante par rapport à l'offre, donc il y a un déséquilibre sur le marché. Quelqu'un je crois que c'était le ministre, mais je ne fais pas du bashing du ministre, c'est surtout pour soulever un point. Il a parlé des challenges que nous avons à un moment donné, des difficultés qu'il y a, mais moi je dis que dans chaque difficulté, il y a une opportunité. Est-ce que ça sera facile? Jamais. C'est pour ça qu'il n'y a pas 5 milliards de milliardaires. Mais je crois qu'il y a des opportunités dans une approche peut-être un peu différente de ce qu'on a toujours fait. Je crois que vous avez peut-être parlé de ça avant que je n'arrive. J'avais envie de parler un peu du Nigeria et
et notamment des 3 fonds souverains qu'ils ont mis en place. C'est pour revenir sur la banque. Pour qu'un banquier se sente à l'aise pour prêter, il doit pouvoir accepter le risque. Et effectivement, M. Bonong et hier, on était dans une discussion au sujet de ce concept-là et de trouver des solutions pour aider l'environnement congolais. Je pense que le ministre tout à l'heure parlait d'une attestation, je crois, dont je ne me souviens pas du... Certificat d'aval. Eh bien, peut-être que ça y correspond, ou c'est quelque chose qui pourrait ressembler à la solution que l'on cherche, dont on a besoin et dans laquelle il faut qu'on ait crédéré, confiance, dans laquelle on doit croire. Mais mon problème à moi, c'est que je suis mesuré chaque année pour des éléments financiers et aussi pour des éléments qui sont liés notamment à la gouvernance de ce que je fais. Si je vais donner un crédit au Congo, déjà dans le groupe dans lequel je suis, tout le monde, dès qu'ils entendent Congo, ils sont tous stressés. J'avoue déjà que lorsqu'on a vu que j'avais accepté le job de venir travailler en RDC, ils me regardaient tous comme si j'étais... avec une espèce de... Comment je pourrais qualifier ça ? Il y avait une solidarité, quelque part. Il y avait le sentiment... j'ai l'impression que les gens se disaient, il n'est pas très bien, en même temps, quelque chose... Il doit avoir un problème. Mais je le faisais ce choix consciemment parce que, encore une fois, je suis tombé amoureux un jour et c'est difficile de faire marche arrière. Et puis simplement, sur un plan purement économique, le Congo est une très belle opportunité. Je ne dis pas pour être gentil avec qui que ce soit, je le dis parce que j'aimerais bien être riche. Mais si vous me permettez, je voudrais juste peut-être ajouter 1 ou 2 points. J'ai entendu des points qui, à mon sens, sont tout à fait justifiés, mais il y en a un autre. Je vous ai parlé de guerre économique tout à l'heure. Ce n'est pas une guerre au sens presque sanglant du terme. Quand je dis guerre économique, c'est une compétition internationale. On est en compétition avec Paris. Pourtant, on est sous-développé. Et on ne tient pas longtemps à la compétition avec Paris, nous, pour ce qui est de créer des jobs dans le IT, par exemple. On va avoir du mal. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible ou que demain, ça ne peut pas se faire autrement. J'ai rencontré beaucoup de jeunes Congolais de par le monde qui m'ont rendu à chaque fois beaucoup plus humble la fois suivante. Parce que c'est assez impressionnant de voir des gens qui sont parfois pas forcément partis des écoles les plus sexy, entre guillemets, à Kinshasa, mais à force de travail, de sérieux, d'application, se distinguent de par le monde. Ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite, que l'avenir, c'est nous qui en avons quelque part les commandes. J'ai tendance à croire souvent que nous, les Congolais, nous sommes comme un géant qui n'a pas compris sa taille et qui se bat avec des fourmis, alors qu'en réalité, il pourrait marcher dessus. Je ne veux pas être guerrier, mais je veux dire par là qu'il faut prendre conscience de ses capacités pour pleinement les exploiter. Dans ce pays, on a besoin peut-être de plus de personnes qui s'intéresseraient à l'agribusiness que de gens qui seraient banquiers, puisque je n'ai pas envie de laisser ma place demain. Non, je la laisserai volontiers, bien sûr, à la prochaine personne. J'aime bien la succession. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que les opportunités sont là. La population du Congo est aujourd'hui, je crois, la 4e d'Afrique. Après le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, c'est nous. En termes de superficie, vous connaissez l'histoire, nous sommes tous nés dedans, on a tous entendu ça. C'est une cassette que j'ai rejouée là où on ne connaissait pas le Congo pour avoir l'air smart, mais la réalité, c'est que vous connaissez cette histoire. Et je pense que nous n'en tirons pas les conséquences derrière. Nos amis nigérians, c'est vrai. J'étais à l'école avec quelques garçons qui venaient, et garçons et filles, et parfois les filles étaient encore plus agressives. Agressives, je veux dire travailleuses, et elles en voulaient davantage, même bien souvent. Je me méfiais plus des filles en réalité que des garçons. Parce qu'elles avaient plus de focus, elles savaient ce qu'elles cherchaient. Les garçons pouvaient être distraits par des choses plus superficielles. Mais voilà, non, je pense qu'il y a une opportunité qu'il faut saisir. Je crois qu'il y avait encore, et vous m'excuserez, 2 ou 3 points. Il faut me couper, parce que j'ai été formé pour parler longtemps. Mais je voulais juste dire 1 ou 2 choses. Je crois que j'ai entendu 15 millions pour les importations. Non, 1 milliard. Non, je crois que... Et ça m'est arrivé de faire des fautes aussi, parce que j'ai dit une chose pas terrible pendant une présentation il y a peut-être 1 mois. Non, le Congo est 10 fois au-delà de ça.
en termes de commerce. Ça, je parle simplement d'importation. Nous importons pour probablement, et ça ce sont les chiffres officiels. Or, selon les appréciations, on dit que l'économie congolaise est peut-être informelle pour plus de la moitié. Alors, voilà, donc on parle même de 80% pour certains. Donc ça veut dire que si la Banque centrale a aujourd'hui des réserves qui correspondent à environ 2 mois d'importation et que même pas 6 semaines d'importation et qu'on est à environ un peu moins de 2 milliards de dollars, vous faites le calcul. Donc on est quand même beaucoup plus loin que ça. Le potentiel est là et je pense que l'argent, entre guillemets, circule entre vos mains. Vous cherchez une banque, mais vous êtes la banque. Là où vous faites vos dépôts, quelque part, c'est là que vous constituez la banque qui croira le plus en vous. Parce que vous bâtissez une histoire avec eux. J'avoue aussi qu'un jour, quand j'ai besoin d'un crédit, il y a un banquier qui m'a surtout demandé quelle était ma garantie. Il a écouté mon projet et voilà, et il m'a soutenu, c'est vrai. Il me connaissait vraiment à peine, mais ma garantie était quelqu'un qui ce jour-là m'aimait bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il m'aimait bien. Et il m'a soutenu depuis de très très longues années. Donc, je pense que cet environnement est aussi à comprendre. J'ai parlé des fonds d'investissement à un moment donné. Je voulais parler de private equity, de fonds souverains. Je pense que le Congo a un embryon de ça dans le FPI. Vous devez demander des comptes. Hein. La bonne gouvernance, c'est aussi les bonnes questions. Donc, il faut demander des comptes. Je pense que j'avais discuté avec le ministre à un moment donné et il souhaitait donner un nouveau boost au FPI, essayer d'en faire une espèce d'accélérateur de croissance et de donner un effet de levier aux banques. Et je pense qu'il y a là quelque chose aussi à voir. Je vais peut-être éviter d'aller dans trop de choses. Je voulais peut-être parler un peu du fiscal, si vous m'autorisez. Didier ? Ok. Intelligence économique et puis fiscalité, rapidement. Intelligence économique. Quand j'étais jeune consultant, que je travaillais avec la Chine, je ne repartais jamais plus de 2 fois pour le même projet ou pour la même étape sur le projet. Et il y avait quasiment 5 ou 6 ingénieurs qui étaient autour de moi, qui étaient payés peut-être 10 fois moins, mais qui n'étaient pas 10 fois moins intelligents, ça je peux vous le dire, et qui capturaient tout ce qu'ils avaient à capturer de mon exercice et on n'avait pas besoin de moi la deuxième fois. Enfin, la deuxième fois, je venais juste pour m'assurer qu'ils faisaient bien, qu'ils ne faisaient pas d'erreur et on ne me revoyait pas après. Je pense que c'est important qu'on ait une logique d'acquisition de connaissances. Chaque friction, chaque contact avec quelqu'un qui vient de loin, mais qui a la capacité intellectuelle, technique, technologique de nous apporter quelque chose de plus, notre système, nous devons créer un système qui capture cette connaissance, cette expérience et la fait nôtre. Les inventions, c'est bien, mais la copie, il n'y a rien de mieux, de mon point de vue. Je crois que c'était ça. Je voulais parler de ça et du système fiscal pour finir. Je suis désolé de ne pas avoir abordé vos questions sur le plan financier. Je serais content de prendre des questions. Mais sur la fiscalité, et je le dis en allant m'asseoir, la fiscalité est un outil, de mon point de vue. C'est un outil et ce n'est pas un centre de profit. Merci Eric. J'ai eu le message.